L'actualité roule vite, les autres la suivent. Eux la rattrapent par le collet. Francis Gosselin et Isabelle Perron maîtrisent l'information. Débrancher ses écouteurs est une mauvaise idée, Francis. Pendant des années, les boissons étaient classées assez simplement café, boissons gazeuses, jus eau. Aujourd'hui, les boissons doivent avoir une fonction. On veut plus juste se désaltérer ou se réveiller. On veut avoir un café qui aide à bâtir du muscle, un soda qui aide à la santé intestinale, une boisson qui réduit le stress, favorise le sommeil. Je sais pas si on nage en plein délire. Vous me le direz au 187 Cube Radio, mais chose certaine, le phénomène est en pleine explosion. Le marché de ces boissons, qu'on dit fonctionnelles, il représente déjà 160 milliards de dollars et ça continue de croître assez rapidement. Vous allez croire que je m'acharne, mais c'est surtout les jeunes qui endossent beaucoup ce type de breuvage. Les grands joueurs se lancent évidemment dans la course. On a vu Starbucks qui a lancé des cafés qui contenaient entre 22 et 30 grammes de protéines avec des fibres prébiotiques. En vrai, on nage en plein délire. Pepsi, Coca-Cola, McDonald's, tout le monde embarque dans la parade. Même les sodas changent. Certains disent contenir des bienfaits pour le microbiote. Bref, je sais pas trop quoi faire avec ça. Je vous avoue que des fois, ça me rend un peu fou à lire, mais une personne qui connaît certainement mieux ça que moi, c'est Benoît Boulanger, qu'on connaît sous le nom de Ben Nutritionniste. C'est la deuxième fois qu'on l'accueille déjà à l'émission cet été. Salut Ben, le nutritionniste, comment vas-tu? Allô, ben oui, vous pouvez m'appeler Ben, comme ça c'est juste moi qui trouve ça fou, cette affaire-là, ou il y a vraiment des fondements santé scientifiques là, à toute cette avalanche de protéines partout où l'on va? J'ai un besoin de dire quand même qu'il y a un fondement scientifique, t'sais. Puis même là où je fais de la recherche, on parle de recherche en aliments fonctionnels de manière générale. Quand on vient étudier un aliment avec un ajout d'un nutriment, d'un ingrédient XY qui aurait une fonction pour le corps, et bien souvent, quand on les étudie, on peut voir des effets. Là où on devrait mettre une nuance plutôt, c'est est-ce que ces effets-là sont, oui, statistiquement significatifs en recherche, mais est-ce qu'après ça, cliniquement, donc on va dire dans la vraie vie, il y a une réelle différence à seulement ajouter des prébiotiques à son Coke Zéro, par exemple, puis après ça, voir des effets sur la santé des populations? Ben, la vérité, c'est qu'absolument pas. Fait que moi aussi, je trouve ça fou. Je trouve ça fou que ça soit déjà rendu dans ces grosses chaînes-là. J'aurais jamais pensé, en fait, que on aurait voulu de ces grosses chaînes-là s'associer à la santé, sachant très bien que leur image est pas du tout dorée là, en termes de justement, par exemple, Pepsi, Coca-Cola, puis la santé globale. Dans ma tête, on axe sur le plaisir, on axe sur, je sais pas moi, les souvenirs, peu importe. Là, on axe vraiment dans ce qui est à la mode, c'est l'optimisation de la santé. C'est quand même pas la première fois. On se rappellera Coca-Cola qui avait lancé ces trucs là, avec du stevia. Là, on dirait qu'ils tâtent là, le terrain depuis de nombreuses années pour migrer vers une forme de proposition santé. Si je résume un peu ce que tu nous as dit quand même, Ben, c'est que finalement, oui, il y a des fondements scientifiques, mais en fait, entre boire un Coca-Cola probiotique et boire de l'eau, c'est peut-être mieux de boire de l'eau finalement. Là. Est-ce que c'est ce que je comprends? 100%. Puis tu sais, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a plein d'aliments qu'on va dire fonctionnels qui, dans certains contextes, peuvent être intéressants, mais ne vont jamais remplacer ce qu'on observe aussi dans la recherche, qui est une alimentation diversifiée. Tu sais, l'histoire des cafés protéinés part aussi de la mode en ce moment autour des protéines. On le voit que cette mode-là est en train de migrer vers la mode du microbiote, la mode essentiellement des fibres, qu'on parle de fibres prébiotiques ou d'autres types de fibres. On l'avait calé quand même d'avance là, en recherche que ça allait être la prochaine mode. Puis on fait juste passer mode après mode quand on est dans ce domaine-là, puis même si ça fait pas si longtemps que ça, on le voit que le roulement est extrêmement rapide, puis les marques vont juste profiter de cette mode-là pour
créer un nouvel engouement autour de produits pour nous le vendre. Je pense que comme public, l'important, c'est d'être au courant que c'est un coup marketing, tu sais, de pas essayer de juste trouver la première mode qui va finalement fonctionner, de se rappeler que ben, les connaissances autour de c'est quoi une alimentation saine, on les connaît et que ce type d'aliment-là, malgré que ça a l'air sexy de vouloir l'intégrer dans notre quotidien, ben essentiellement, c'est juste une compagnie multinationale qui profite d'une mode pour nous revendre un produit qu'on a déjà acheté probablement, puis qu'on s'est peut-être lassé, puis là, ils nous donnent une nouvelle raison de vouloir se tourner vers eux, sûrement. Parlant là, des protéines, là, parce que c'est ça, le microbiote, c'est la nouvelle affaire, mais mettons sur les protéines, parce que je vois ça moi aussi à l'épicerie, là, mon yogourt, puis mes céréales, là, puis toutes tes protéines. Ça vient d'où? On manque-tu à ce point de protéines dans nos sociétés? C'est une excellente question, parce que souvent, on va nommer la statistique qui dit que le Canadien moyen mange déjà plus de protéines que son besoin. Ça dépend toujours de sur quel point de départ, c'est quoi le besoin estimé qu'on va nommer. Puis ça peut varier énormément, que ce soit du contexte ou même de la vision un peu de la nutrition qu'on peut avoir. Parce que les protéines, ils ont plein d'effets positifs. Tu sais, souvent, en contrepartie, on va vouloir diminuer les protéines dans cette mode-là un peu trop intense où on les survalue. Mais essentiellement, les protéines vont nous aider énormément à faire la saine gestion de la faim dans une journée. Elles viennent combler beaucoup par la sécrétion hormonale, vont permettre le rassasiement d'un repas, donc mettre fin à un repas. Et dans une journée, nous, comme nutritionnistes, on recommande très souvent d'avoir des sources de protéines de manière régulière. Encore une fois, est-ce qu'on a juste besoin de protéines dans une journée? Est-ce qu'on a besoin que tous les aliments qu'on mange soient protéinés? Absolument pas. Le point était de dire que, ben oui, les protéines, c'est intéressant. Oui, on fait de la recherche, même moi, dans le cadre de mon propre doctorat, au niveau de la gestion de la faim et de la satiété, sur l'effet d'avoir une composition en protéines beaucoup plus élevée que ce qu'on s'attend ou la moyenne, qui a des effets bénéfiques sur la saine gestion de la faim dans des populations spécifiques. Fait que là, c'est de se dire, OK, oui, il y a des bénéfices à augmenter son apport en protéines pour une partie de la population. Est-ce que ça veut dire que tout le monde en consomme déjà assez? Non. Est-ce que ça veut dire que, selon moi, quand on parle que la moyenne des Canadiens en consomme assez, ça ne veut pas dire qu'il y en a qui en consomment beaucoup trop, puis il y en a qui en consomment vraiment trop peu, et donc qu'on devrait spécifier le message à certains types de populations? Ben oui, en fait, c'est ça que j'ai l'impression. Fait que de manière générale, plusieurs personnes vont bénéficier d'avoir cet apport-là supérieur en protéines, mais vraiment pas tout le monde, et surtout pas ceux qui ont déjà cette préoccupation-là hyper intense envers le principe d'avoir des protéines à tout prix. Là. Maintenant, si on sort juste des protéines, là, j'ai entendu en recherchant un peu la patente, puis les trucs fonctionnels, là, les boissons, les aliments fonctionnels, plein de mots. Là, puis je voulais qu'on joue à un jeu, toi et moi, tu me les classes en ordre d'importance. Okay? Il y a prébiotiques, probiotiques, le collagène, les électrolytes, les adaptogènes. Sais-tu quoi, je continue? Non, mais mettons, là, juste avec ces 5-là, c'est-tu de la novlangue, là, où il y a comme un... Prébiotique, probiotique, quand on la retrouve dans nos aliments, par exemple les fruits et légumes, ou justement les aliments qui sont fermentés, excellent, A sur la tier list. Par contre, en supplémentation quotidienne comme ça, on tombe à facilement un C. Si on parle d'électrolytes, encore une fois, il y en a dans notre alimentation, donc en supplémentation dans une boisson et autres, surtout quand c'est pas dans un contexte sportif, on descend à du D, voire du E, inutile. Collagène, c'est une protéine qui, oui, est utile et la plus abondante du corps humain. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des sources externes de collagène pour en produire dans notre corps? Non, parce que c'est une protéine qui est incomplète. On a besoin de tous les acides aminés. Puis si notre corps a besoin de produire du collagène, il va en produire si on lui donne assez de protéines. Donc, se supplémenter en collagène, ça serait aussi un E facilement, peut-être un D dans certains contextes. Fait que, à date, ta liste n'est pas très haute quand même. Là. On reste quand même assez bas. Fait que c'est pas mal du marketing, si je comprends bien. Je termine en te demandant, Ben, un auditeur, là, une auditrice qui voudrait dépenser son argent intelligemment là, dans toute cette espèce de panacée là, de nouveaux produits et tout. C'est quoi les trucs qui valent vraiment la peine? Puis c'est quoi qui est vraiment une perte d'argent? Là? Si tu avais à nous donner un peu un truc pour repérer les bons investissements pour la santé dans les aliments fonctionnels.
c'est d'avoir directement un drapeau rouge au moment où le marketing se veut mettre l'emphase sur ces modes-là. Parce que oui, tu peux te dire, je cherche un aliment protéiné, que ce soit viande, volaille, poisson, mais sur la viande, volaille, poisson ou le tofu, ils passent pas leur temps à vouloir mettre les protéines de l'avant. Ça fait comme donner un petit peu un genre de « Ah ouais, mais comment ça, ils sont obligés de mettre 12 fois le mot protéine sur l'emballage? » C'est un peu bizarre. Possiblement que dans le fond, ce produit-là n'a pas besoin d'être protéiné s'il y a une emphase aussi grande qui est mise sur le marketing pour me démontrer que ça vaut la peine de l'acheter. Fait que de se mettre un peu ce genre de drapeau rouge-là, puis essentiellement, on dit toujours que l'épicerie coûte de plus en plus cher, puis c'est un fait, hein, ça coûte extrêmement cher à l'épicerie ces temps-ci. Ben, prenez cet argent-là que vous mettez dans les suppléments ou dans les aliments fonctionnels et mettez-le dans les aliments qu'on juge trop cher. T'sais, on dit que c'est trop cher en ce moment d'acheter des fruits, des légumes, des sources de protéines qui viennent justement des protéines végétales, animales et autres. Ben, essentiellement, prenez tout l'argent que vous avez mis dans les suppléments puis investissez-le dans cette alimentation-là équilibrée qui va perdurer dans le temps. Je pourrais même donner l'exemple concret de dire, OK, si j'ai mis 100$ en supplément ce mois-ci, est-ce que je peux le mettre dans un panier de légumes d'un producteur proche? Je vous le jure, ça va 1000 fois plus changer votre santé, votre corps, votre vie que d'investir ce 100$-là dans un supplément XY qui va finalement plus vous décevoir qu'autre chose. Benoît Boulanger, tu es comme des protéines pour mon cerveau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Ben, nutritionniste sur les réseaux sociaux. On se retrouve plus tard cet été.